Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 10e journée du top 14. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos après chaque journée du top 14, une analyse pour chaque match, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Mais bref, retournons à la vidéo et au premier match, à savoir l'UBB qui recevait vendredi soir à Chaban la section paloise. Bon déjà c'était un super match pour retrouver le top 14. C'est marrant mais en finissant le match, la première impression qui vraiment est ressortie de mon esprit, c'était que j'avais l'impression que l'UBB avait dominé la rencontre, alors que pourtant c'est bien Pau qui a gagné. Ils ont absolument pas fermé le jeu, ils ont même dominé devant, j'ai trouvé notamment les ballons portés où ils ont été particulièrement efficaces, mais bon, sur certaines séquences, ils n'ont pas été assez tueurs. La défense de Palois a été hyper solidaire et hyper efficace par séquence parce que forcément ils prennent 5 essais, donc on peut pas dire que c'est une défense ultra efficace non plus, mais mine de rien, quand il fallait s'envoyer dans les moments qui comptaient, la défense de Pau était là. Mais bon, il y a quand même un choix qui me questionne de la part des Bordelais, c'est le fait en première mi-temps de ne jamais prendre les points. Comme je l'ai dit, la défense de Pau a bien tenu, même s'ils prennent 5 essais, et donc par moment, prendre les points aurait été franchement quelque chose d'intéressant à mon humble avis, surtout quand on sait que ça se termine à un point. Mais bon, je vais plutôt retenir en fait la grosse performance de Pau, notamment en défense comme je l'ai déjà répété, et puis même globalement parce que eux, ils ont pas fermé le jeu non plus, ils ont eu un jeu plutôt ouvert, notamment axé sur les récupérations aériennes, ça a été dit de partout, oui Pau a ultra dominé sur le secteur aérien, notamment grâce à Grand Didier et à Arfeuil, et ce qui leur a permis de gagner aussi, c'est un certain pragmatisme à prendre les points, en fait, dès qu'ils le pouvaient, avec un Axel Desperes qui a été très bon face au Perche, ça leur a permis de prendre l'avantage, d'être toujours devant en seconde mi-temps, et quand on sait qu'ils ont eu aussi 0 pénalité contre eux en seconde période, forcément, tout était combiné pour que Pau réussisse un grand match et une grosse performance. On passe au premier match de samedi, du coup, à savoir Lyon qui recevait l'ASM. Bon, là aussi, c'était un match sympa, vraiment à regarder, il y a eu des essais et du jeu, mais c'était quand même d'un moins bon niveau technique. Le Loup a pris à la gorge l'ASM d'entrée, avec déjà 2 essais marqués dans le premier quart d'heure. Après, ça s'est plutôt maintenu pendant la plupart du match, où on a eu le droit à une espèce de chassé-croisé, en tout cas, Lyon dominait les débats dans l'ensemble, et clairement était une équipe à réaction, elle ne se laissait pas faire, et c'est pour ça que le score était resté serré et que pendant une bonne partie du match, franchement, Lyon ne dominait pas tant que ça au niveau du score. Le problème pour Clermont, c'est déjà qu'en touche, ils ont été mauvais, notamment en seconde période où j'avais l'impression que chaque touche dans le camp de Lyon, il la cafouillait et il la perdait. Donc forcément, pas de rampe de lancement pour avoir des munitions, donc c'était plus compliqué d'inscrire des essais. Et même quand ils y arrivaient, parce que Clermont n'a pas non plus fait un mauvais match offensivement, après ils reprenaient la pression derrière avec des renvois qui étaient pas captés juste après avoir marqué. L'exemple le plus marquant, c'est après l'essai de Jurand, où Clermont je crois revient à 4 points, quelque chose dans le genre, ils prennent la pression et juste après il y a un essai lyonnais. Et après, pendant les 20 dernières minutes, c'était un match à sens unique, en tout cas 20 dernières minutes à sens unique, où Lyon dominait outrageusement les Clermontois, et franchement vu cette domination, ils peuvent même regretter le bonus offensif les Lyonnais, parce qu'ils ne le prennent pas, alors que ça leur aurait fait franchement beaucoup de bien quand on sait la spirale négative dans laquelle ils étaient avant ce match. On continue avec le multiplex, et d'abord le Racing qui recevait Bayonne. Et c'est Bayonne d'ailleurs qui commence très bien le match avec 2 essais en 10 minutes ou 12 minutes de Léota et de Germain, et face à une défense du Racing qui dans l'ensemble sur cette première mi-temps n'est pas là. Bayonne mène logiquement à la pause, même si ça va s'équilibrer un peu entre le Racing et les Bayonnais, mais en tout cas c'est logique que les Basques mènent. Le Racing n'est pas loin, mais c'est clairement en seconde mi-temps qu'ils vont se réveiller, ils vont remettre les pendules à l'heure, notamment dans le secteur défensif, où ils vont encaisser seulement 3 points lors de la seconde mi-temps. Et malgré tout, ils peuvent dire merci aussi à Bayonne, qui n'a pas été assez tueur quand les Basques se sont retrouvés à 15 contre 14, après le carton jaune de Leno. Il n'y a eu aucun point marqué par Bayonne, alors qu'il y a eu notamment 2 actions chaudes, à savoir une action, une belle séquence offensive d'un peu toute l'équipe, que ce soit les avants ou les 3/4, et puis il y a une passe ratée de Tom Spring à 5 mètres de la ligne, ce qui du coup empêche les Bayonnais de marquer forcément, et qui annule une action qui aurait pu vraiment permettre à Bayonne de repasser devant. Et ensuite, il y a une autre touche, 1 ou 2 minutes après, qui dans les 5 mètres en fait n'est pas captée vu qu'elle est pas droite, et ces 2 munitions égarées, c'est vraiment le tournant du match, parce qu'après le Racing va outrageusement dominer les débats sur la fin de match.
Ce qui a permis aussi au Racing de gagner, c'est déjà ce sursaut d'orgueil en défense, mais également la mêlée où ils ont été ultra dominants, ils ont défoncé la mêlée bayonnaise, puisqu'ils ont tout simplement pas perdu de mêlée sur leur propre introduction, et sur l'introduction bayonnaise, ils ont récupéré 57% des ballons, donc plus d'une mêlée sur deux, ça prouve la domination des Racingmen. Et cette domination, elle s'est vue notamment sur la dernière action, où il y a une mêlée pour Bayonne, Erceliantis sous la pression est obligé de tenter une entrée en mêlée, mais pas droite. Forcément, l'arbitre le voit, ballon pour le Racing, et c'est derrière. Ils prennent un bonus, ces Racingmen qui étaient vraiment inespérés à la mi-temps, mais qui n'est pas non plus immérité. On passe maintenant à Perpignan-Montpellier. Bon là, c'était un match beaucoup moins sympa, beaucoup plus terne. Montpellier devait se rattraper de la défaite encaissée à domicile face à Clermont il y a quelques semaines, et ils l'ont plutôt bien fait, notamment en axant leur jeu sur les bases, comme Montpellier le fait souvent en fait. Ils ont eu une conquête vraiment très propre, que ce soit en touche, mais surtout en mêlée, à l'instar du Racing face à Bayonne, là, ils ont vraiment dominé la mêlée perpignanaise. Ils ont aussi été bons en défense, même très bons, vu qu'ils ont tout simplement encaissé 0 points, et même sur les rares actions chaudes de Perpignan, ils n'ont pas craqué, ils ont toujours réussi à récupérer des ballons. Et sur le match, même globalement, Montpellier a mis la main sur le ballon, a laissé très peu d'actions offensives aux Perpignanais. Il y a eu 61% de possession pour Montpellier, ça illustre à quel point les joueurs du MHR dominaient le ballon, coffraient le ballon et ne voulaient pas que Perpignan joue. Et même s'ils l'utilisaient d'abord pour faire un jeu d'avant, des fois il y avait des belles séquences, il n'y en avait pas eu beaucoup, mais sur l'essai de Béconi en fin de match, c'est une séquence qui dure 1 minute 30, presque 2 minutes, et c'est un jeu complet. Alors oui, ça fait pas forcément rêver, mais au moins c'est efficace, Montpellier prend le bonus offensif à Perpignan, ou à Béziers plus précisément. Alors que du côté de l'USAP, c'est triste, j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine, mais il n'y a pas grand chose, et franchement, autant je me dis qu'ils peuvent compter sur Montauban, qui, pareil, n'a pas trop le niveau de top 14, mais là, plus ça va dans la saison, et plus je me dis que Perpignan ne s'en sortira pas, puisque là, franchement, il y avait du coup peu de possession, il y a eu 0 franchissement, peu d'occasions, pas une bonne conquête, bref, il n'y a rien, et c'est pas anodin s'il termine à 0 à ce match. Une autre victoire à l'extérieur, c'est le Castres Olympique qui est allé gagner à La Rochelle. Là aussi, c'était pas un match vraiment ouf, on s'est un peu emmerdé, faut le dire clairement, et à l'image du diffuseur qui pendant un quart d'heure n'a pas diffusé la rencontre, franchement, c'était un match qui n'avait aucun sens, c'était un peu, permettez-moi l'expression, mais un match de con. Mais bon, pour revenir sur le jeu, la première mi-temps, elle est à l'avantage des Castrés. Ils sont plus précis, ils sont plus entreprenants que La Rochelle aussi, bon, il n'y a pas de grandes envolées, mais l'action juste avant l'essai de Durand, on a notamment Nathan Huleux, très en vue sur ce match, qui fait un travail assez important sur cette action, montre à quel point les Castrés avaient des ambitions. Et grâce à une indiscipline rochelaise assez criante en ce début de rencontre, et un buteur fiable, en la personne de Pierre Poplin, forcément Castres mène assez logiquement 13-0. La Rochelle, sur ce début de match, elle semble vraiment stérile, et l'essai de Noël qui intervient, je crois, vers la 35e minute, je trouve qu'il est un peu en trompe-l'œil, parce que sur cette première mi-temps, on a l'impression que les Rochelais sont perdus, n'arrivent pas à se trouver, et n'arrivent pas à jouer, que ce soit devant ou derrière, quoi. Et franchement, à part cet essai de Noël, et l'essai juste avant refusé à Dylan Leeds, y a rien eu. Et cette seconde mi-temps, elle vient appuyer, en fait, ce que je dis, elle est même proche du pathétique pour La Rochelle qui, dans des périodes de domination, ne va pas marquer ou très peu marquer. Je pense notamment à cette période où ils se retrouvent à 15 contre 12 et ne marquent qu'un seul essai. Pendant cette période, ils sont à 3 de plus et au final, il va y avoir un truc comme 7-3 points marqués, donc 7 points pour La Rochelle, 3 points pour Castres, alors que t'es 3 de plus. Ça n'a aucun sens déjà de prendre une pénalité quand t'es 3 de plus. Alors certes, Castres s'est vraiment accroché en défense, ils ont été ultra vaillants, ultra solidaires, et avec un mental de fou, mais c'est pas normal. Encore une fois, c'est pas normal. Et ce côté proche du pathétique, il s'illustre aussi avec le carton jaune de Lavaux en fin de match, mais on en reparlera plus tard. Et enfin, le dernier match du multi, c'était Montauban qui recevait Toulouse. Bon, c'était pas un match hyper intéressant, on connaissait déjà le score avant le match, franchement, même si bon, les Toulousains, ils ont mis 10 minutes à rentrer. Pendant 10 minutes, à l'image de la première réception du match où il y a en avant, ils ont fait des en avant, ils ont fait des imprécisions, mais ça les a pas empêchés après de se débloquer et d'aller chercher le bonus à la fin, quoi. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont réussi à remettre les pendules à l'heure, à retrouver la faille, après c'était fini, ils jouaient de manière libérée et en confiance comme on a l'habitude de les voir en fait. Mais bon, ce qui est marquant, c'est que sur cette rencontre, Toulouse, mine de rien, elle a possédé assez peu le ballon, elle a seulement 42% de possession, donc 58 pour Montauban, mais c'est juste qu'elle était ultra efficace parce qu'elle arrivait à breaker cette ligne de défense montalbanaise ultra facilement. Alors qu'à l'inverse,
Montauban n'a eu que très peu de franchissements, ils en ont eu seulement 2, pour comparer Toulouse en a eu 9, puisqu'ils jouaient arrêté face à une défense qui était vraiment bien organisée. Le premier rideau était pas infranchissable mais presque, en tout cas c'était vraiment impressionnant et très rigoureux de la part des Toulousains. Et surtout, là où ils ont une technique de défense efficace, les Toulousains, c'est qu'ils allaient très peu dans les rucks, ils se consommaient pas, donc forcément ils étaient pas en sous-nombre sur les lignes de défense, ils étaient même en surnombre, donc c'était presque impossible pour Montauban de mettre de la vitesse et de breaker. Mais mine de rien, certes, ils y allaient assez peu les Toulousains, mais quand ils y allaient, ils étaient très efficaces parce qu'il y a eu pas moins de 7 ballons récupérés sur des grattages. C'est beaucoup, mais en fait, c'est juste qu'ils ont été ultra efficaces parce que je pense qu'ils y sont allés que 7 fois dans le match. Et donc, dans l'ensemble, en fait, Toulouse gagne sans trop forcer, j'ai trouvé, avec une équipe remaniée, et c'est normal. Et Montauban, ça reste toujours très faible, et franchement, un peu comme pour Perpignan, heureusement qu'il y a ces deux équipes pour se tirer la bourre pour le maintien, parce que franchement, sur ce que je vois depuis le début de la saison, aucune de ces deux n'a le niveau top 14. Et enfin, le dernier match, c'était le Stade Français qui recevait Toulon. Donc c'est un autre match sympa pour clôturer cette journée qui était dans l'ensemble plutôt agréable. En début de match, c'est plutôt Toulon qui a plus d'ambition et plus entreprenant dans le jeu, sans pour autant être ultra décisif. On va dire qu'il marque un seul essai, et après, avec Jaminet, quand il était encore sur le terrain, ils arrivent à marquer des points, mais ils sont pas non plus ultra dominants. C'est que le Stade Français était peut-être un peu bridé en ce début de rencontre, peut-être qu'ils se bridaient eux-mêmes, et quand ils ont réussi à se libérer, à vouloir tenter et avoir des ambitions offensives, c'est là que ça s'est libéré en fait, et que ça s'est débloqué pour le Stade Français. Le Stade Français, ils ont construit leur succès, notamment grâce à un paquet d'avant qui a été performant. En mêlée, déjà, ils ont dominé les Toulonnais, et puis même, je trouve que sur les phases statiques, les phases arrêtées, où c'est du jeu que de pick and go, donc en gros les avants qui relèvent le ballon, ils ont été beaucoup plus perforants que les Toulonnais. Et je crois qu'ils marquent 2 ou 3 essais grâce à ça, notamment un doublé du pilier géorgien Georgi Melikidze, qui illustre en fait cette domination du paquet d'avant. Et aussi, ils arrivaient à tenter aussi des coups avec des essais, notamment celui de Noah Néné en première période, qui est un jeu pour le coup de 3 quarts. Donc le Stade Français a réussi à jouer de manière complète. Et malgré tout, Toulon n'a jamais été trop décroché dans un premier temps, et juste après l'essai de Kéré Karabakh, je crois que c'est aux alentours de la 65e ou 70e, les Toulonnais, ils étaient pas loin d'aller chercher un bonus défensif, je crois qu'ils étaient qu'à un essai transformé. Mais c'est juste qu'après, en fin de match, et je ne saurais pas l'expliquer, ils se sont totalement effondrés en étant plus nerveux qu'autre chose, et c'est comme ça que le Stade Français a réussi à aller chercher un bonus qui, en vrai, est mérité sur la rencontre, mais qui n'aurait jamais dû être offert à ce point de la part des Toulonnais, parce que je suis désolé, la dernière minute de jeu, franchement, aucune équipe de top 14 ne devrait faire ça, c'est pas niveau professionnel, mais bon, sur l'ensemble du match, le bonus est mérité pour Paris. On passe maintenant au top et au flop. Au top, on va rester sur cette rencontre avec Léo Barré, que j'ai trouvé très incisif en fait sur cette rencontre. Il a eu pas mal de ballons négociés, il les a tous bien négociés, que ce soit dans le jeu au pied, dans les relances, il a été entreprenant, et il marque du coup cet essai libérateur à la fin pour le bonus offensif, qui vient mettre la cerise sur le gâteau en fait, à sa performance. On va continuer avec Grégoire Harfeuil, que j'ai trouvé aussi très performant, notamment dans ces fameuses zones aériennes où il a été ultra dominant, il marque un essai, il a été dangereux, et ça se voit que c'est vraiment un joueur qui monte en puissance dans cette équipe paloise. Et enfin, pour terminer les tops, on a Baptiste Couillou, c'est le vrai leader de Lyon, il a fait plusieurs courses qui ont amené des essais, je crois qu'il a 3 passes décisives et un essai. Il a ultra dynamisé en fait le jeu lyonnais, il avait toujours envie de jouer, et il a notamment 83 mètres parcourus ballon en main, ce qui est pas mal. En flop, on commence d'abord par Antoine Astoy, qui je trouve a raté son match. Il n'a pas été très bon offensivement, il a été plutôt stérile à l'image de son équipe, et quand on sait que c'est la charnière qui organise le jeu, ça se voyait que la charnière n'était pas très performante. Il a notamment un coup de pied raté direct en touche en début de match, suivi de ce fameux contre sur l'essai de Durand, bref, une copie vraiment terne pour le Rochelais. On continue avec un autre Rochelais, à savoir Thomas Lavaux, parce que ce genre de geste de pousser un arbitre parce qu'il le gêne, c'est juste inadmissible, et ça devrait jamais exister dans le rugby d'une part, mais d'autant plus en professionnel. Je sais pas ce que ça fout là, il a totalement pété un câble. Et enfin, le dernier flop, c'est Jérémy Saint-Zel, parce que j'ai trouvé qu'il avait une mauvaise attitude, surtout en tant que capitaine, et j'ai pas aimé, surtout que Toulon pouvait aller chercher quelque chose en fin de match, mais tout le match, il a râlé, il a parlé, Jérémy Saint-Zel, notamment l'essai de Tanga en première mi-temps, où il pouvait défendre sur Tanga et potentiellement empêcher l'essai. Bon, l'essai va être refusé, donc au final, il avait raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était plus concentré à parler à l'arbitre qu'à jouer, et ça m'a déplu. Et même en fin de match, l'échange qu'il a avec l'arbitre, tout ça, c'est pas digne d'un capitaine. Avec son expérience, je trouve ça un peu étonnant.
Pour ce qui est des pronos maintenant, on a d'abord Montpellier qui reçoit l'UBB. Montpellier, avec son côté un peu pénible, son côté très fort sur les bases, je pense à vouloir confirmer cette victoire à Perpignan face à une UBB qui, mine de rien, a quand même de la confiance parce qu'ils ont fait un bon match à mon sens face à Pau. C'est pour ça que je vois quand même Montpellier gagner, mais avec un bonus pour l'UBB. Clermont reçoit le Stade Français. On a une équipe du Stade Français qui est en confiance et qui va vouloir confirmer à l'extérieur alors que elle est pas très forte hors de ses bases sur ce début de saison. Face à une équipe de Clermont qui est mauvaise à l'extérieur mais très forte à domicile, je vais quand même tenter la victoire du Stade Français, mais de peu. Bayonne reçoit Lyon. Lyon va pas très bien, même s'il y a quand même cette victoire face à Clermont qui peut redonner une dynamique et une énergie. Dans l'ensemble, ils sont quand même sur une très mauvaise dynamique face à Bayonne qui est imprenable à Jean Daugé, donc je vais dire Bayonne. Castres reçoit l'USAP et je vais dire Castres avec le bonus offensif. Toulon-Montauban, ce sera pareil, ce sera une boucherie. On a Toulouse-Racing, ça peut être vraiment un très beau match. Je vois quand même les Toulousains gagner, mais attention à ne pas trop enterrer le Racing si vite. Je pense que ça peut être un match un peu dans le scénario similaire à ce qui s'était passé pour Toulouse-Stade Français, c'est-à-dire un match assez serré, mais Toulouse qui prend le large sur la fin. Et enfin, Pau reçoit La Rochelle. Je pense que Pau va gagner La Rochelle avec le bonus offensif. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas, comme je disais en début de vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à m'écrire un commentaire, mettre un like et aussi activer la cloche, c'est des petits gestes qui, moi, m'aident grandement. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok, c'est @bourrichon.tv. Je mets des petites capsules extraites des vidéos longues d'analyse qui sont disponibles sur YouTube, mais aussi des vidéos inédites, notamment en collaboration avec d'autres médias rugby. N'hésitez pas à suivre, c'est bourrichon.tv. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.